C'est en décembre 1851 que Napoléon III est proclamé empereur. Lorsque l'impressionnisme naît au milieu des années 1860, le régime du Second Empire est donc en place depuis une quinzaine d'années. Napoléon III, représenté sur ce portrait officiel par Hippolyte Flandrin, a instauré des valeurs conservatrices et un régime autoritaire dans lequel il est difficile d'exprimer son opinion politique et artistique. À cette époque, la censure fait rage. Tenez, par exemple, en 1857, après l'apparition de son roman Madame Bovary, Gustave Flaubert échappe de peu à une condamnation pour, je cite, « délit d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». La même année, Charles Baudelaire est moins chanceux. Il est contraint de supprimer de son recueil Les Fleurs du Mal plusieurs poèmes jugés choquants. D'autres artistes feront scandale sous le Second Empire, comme Édouard Manet pour son nu féminin réaliste Olympia, peint en 1863, ou Jean-Baptiste Carpeaux en 1869 avec sa sculpture La Danse, qui orne la façade de l'Opéra Garnier. En juillet 1870, la France et la Prusse entrent en guerre. Mal préparée et très inférieure en nombre à l'armée prussienne, l'armée française capitule rapidement. Dès septembre 1870, la défaite française entraîne la chute et l'exil de Napoléon III. La Troisième République se met en place. Dans les années 1870, ce régime républicain doit faire face à plusieurs tentatives de restauration monarchique et reste conservateur. Ce n'est que dans les années 1880 que seront adoptées les grandes lois républicaines qui vont donner un souffle de liberté à la société française. En 1881, la liberté de la presse est instaurée. En 1882, l'école laïque devient gratuite et obligatoire. En 1884, enfin, la loi Waldeck-Rousseau autorise la mise en place de syndicats. Voilà donc pour les faits historiques. Nous allons maintenant tenter de comprendre comment, dans ce contexte, le groupe des impressionnistes a pu émerger. C'est donc dans cette époque aux valeurs conservatrices que se constitue un groupe d'artistes. Au départ, leur mouvement ne possède pas de nom. Les jeunes peintres Sisley, Degas, Basile, Pissarro, Caillebotte ou encore Monet, représentés sur ce portrait peint par Renoir en 1875, sont avant tout des amis. Ils se retrouvent dans le quartier des Batignolles à Paris, ils fréquentent le café Gerbois, où ils font la connaissance d'Édouard Manet, leur aîné qu'ils admirent beaucoup. Même si le mouvement n'est pas encore structuré, ces jeunes artistes désirent tous rompre avec la peinture académique, lisse et figée de leur époque. Cette revendication leur fait vivre une épreuve partagée. Leurs toiles originales sont souvent rejetées du circuit artistique officiel et suscitent moqueries et critiques, comme nous le verrons dans une prochaine séquence. La guerre et les événements politiques de 1870-1871 séparent un temps le petit groupe. Certains, comme Monet ou Pissarro, s'exilent à Londres. Mais de retour à Paris, les jeunes peintres prennent les choses en main. Pour donner un écho à leurs œuvres, ils décident d'organiser leur propre exposition. Elle ouvre le 15 avril 1874 et rassemble 29 artistes. C'est à l'occasion de cette première exposition que naît le mot « impressionnisme », sous la plume acerbe du critique Louis Leroy. Le 25 avril 1874, celui-ci publie dans le journal Le Charivari un article satirique qui a pour titre « L'exposition des impressionnistes ». Le roi y décrit sa visite de l'exposition et évoque un tableau de Monet, « Impression soleil levant ». C'est le titre de ce tableau, qui représente le lever du soleil sur le port du Havre, qui inspire à Leroy ce nouveau terme. Les peintres de l'exposition n'aiment pas cette appellation ironique. Mais ils décident adroitement de la retourner à leur avantage. En 1877, pour la troisième exposition, l'impressionnisme devient donc le nom officiel de leur mouvement. Au total, 8 expositions seront organisées de manière régulière, jusqu'à ce que les membres du groupe se séparent.
Sous le Second Empire se met en place un important réseau de chemins de fer qui atteint 16 000 km de rails en 1871. La construction des voies ferrées nécessite de nouvelles infrastructures, comme les ponts et les gares, qui métamorphosent le paysage. Pour les peindre en Normandie et près de Paris, les impressionnistes prennent souvent le train. Ils sont fascinés par les monstres modernes que sont les locomotives, qu'ils n'hésitent pas à représenter en action sur leur toile. En 1876, Monet consacre une série de toiles à la gare Saint-Lazare. C'est alors la plus grosse gare de Paris, souvent décrite comme une cathédrale moderne, avec son architecture de verre et d'acier. L'écrivain Émile Zola a vu cette série de tableaux lors de la 3e exposition impressionniste. Voici comment il en parle. On y entend le grondement des trains qui s'engouffrent. On y voit des débordements de fumée qui roulent sous de vastes hangars. Là est aujourd'hui la peinture, dans ces cadres modernes d'une belle largeur. Nos artistes doivent trouver la poésie des gares comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves. L'industrialisation de l'espace français se manifeste également dans la création de vastes zones dédiées à la production et au commerce. Dans cette toile de 1896, Camille Pissarro représente l'activité du port de Rouen, avec les machines de déchargement, les bateaux naviguant sur la Seine et les bâtiments des usines d'où s'échappe de la fumée. Au début du Second Empire, Napoléon III confie au baron Haussmann, préfet de la Seine, la lourde tâche de repenser l'urbanisme de Paris, en construisant de vastes avenues bordées d'immeubles modernes. Il s'agit à la fois de faciliter les manœuvres des troupes en cas d'émeute et de permettre à l'air de mieux circuler. La plupart des vieux quartiers sont détruits et remplacés par les grands boulevards. Boulevard des Capucines, de Saint-Germain ou encore avenue de l'Opéra, que représente ici Camille Pissarro. La chaussée et les trottoirs grouillent d'animation, car ces boulevards sont les nouveaux lieux à la mode. Les Parisiens aiment y déambuler pour voir et se faire voir. Ce tableau met également en évidence le rôle théâtral des enfilades d'immeubles. En dégageant la vue, les larges avenues mettent en scène les grands édifices de Paris. On aperçoit ici, à l'extrémité de la perspective, la coupole de l'Opéra Garnier, construite à la fin du Second Empire. La peinture académique considère que certains sujets sont nobles. Les épisodes de la vie des saints, de l'histoire antique et moderne, de la littérature classique. Et que montrer des scènes terre à terre est inconvenant. Mais les impressionnistes n'ont que faire de ces catégories artistiques. Ils représentent sans phare la société de leur temps, dans des activités parfois très prosaïques. Ainsi, Edgar Degas met en scène dans son tableau Les Repasseuses, 2 femmes du peuple repassant du linge. L'une d'elles, une bouteille de vin à la main, est surprise en train de bâiller de manière peu gracieuse. Impossible de ne pas penser à la blanchisseuse Gervaise Macquart, l'héroïne du roman d'Émile Zola L'Assommoir, qui a fait scandale à sa parution en 1876 à cause de la crudité de son écriture. Dans ce tableau, intitulé Voilier à Argenteuil, Gustave Caillebotte s'intéresse pour sa part à un loisir populaire, le canotage. Cette activité se pratiquait sur la Seine, près de Paris, à Argenteuil, Chatou ou Asnières. Les Parisiens venaient nombreux le week-end se reposer sur les berges et assister aux courses de canot. Caillebotte, lui, est un passionné qui participe souvent aux courses. Dans ce tableau, paisible comme un dimanche ensoleillé, il représente les voiliers amarrés à la berge, avec en arrière-plan l'ancien pont de bois d'Argenteuil. Représenter la société de son temps, c'est aussi montrer comment elle s'habille. C'est justement à l'époque où peignent les impressionnistes qu'apparaît l'idée de mode, avec ses couturiers, ses journaux, ses magasins. Leurs toiles sont d'excellents indicateurs du costume masculin et féminin, qu'il s'agisse de celui de la haute bourgeoisie ou des classes populaires, avec le style canotier par exemple, qui associe chapeau de paille et maillot de corps blanc. Observez ce tableau d'Auguste Renoir, Danse à la ville. Il représente un couple vêtu à la dernière mode. Le danseur porte une élégante redingote noire, le vêtement caractéristique de l'homme du monde depuis le milieu du XIXe siècle. Quant à la jeune femme, elle porte une robe dite à tournure, typique des années 1880. Resserrée à la taille grâce au port du corset, la robe se déploie vers l'arrière dans un bouillonnement de plis qui s'achève en traîne.